Dans ce journal, voici les principales articulations. Quand les politiques s'affrontent, l'économie souffre. Comment soutenir la monnaie avec l'arrêt de la productivité dictée par les uns, décriée par des autres? Le manque à gagner reste néanmoins non de moindre. La situation interpelle tout le Congolais à chaque niveau. Dossier à suivre dans ce journal. Égalité de chance, autonomisation socio-économique, participation des jeunes à la gouvernance locale, au développement local en Afrique. Le temps est donné pour la célébration de la journée africaine de la décentralisation ce 10 août. La RDC s'est dit heureuse de commémorer cette 6e édition avec un focus sur le jeune. Les chiffres sont alarmants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,1 milliard d'adolescents et de jeunes adultes sont exposés au risque des déficiences auditives, notamment à cause de l'utilisation dangereuse de dispositifs audio. À suivre dans ce journal, le focus sur l'usage de la cure oreille, un danger notable pour le sens de lui. Voilà pour les titres. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. On en sait un peu plus sur le mobile des présumés auteurs des violences survenues lundi dernier, notamment à Kinshasa. Ces adeptes de Boudou Diamayala visaient entre autres le centre d'émission des Mbinza-Pigeon et les sièges de la radio-télévision nationale pour y annoncer la prise de pouvoir. Éclairage apporté par la police nationale congolaise qui a présenté ce mercredi une trentaine d'assaillants interpellés à Kinshasa, Matadi et Boma dans le Congo central. C'était en présence du vice-ministre en charge de l'intérêt des sécurités. Retour en image. Voici les présumés auteurs des attaques de lundi dernier dans les villes de Kinshasa, Matadi et Boma dans le Congo central. Ils ont été présentés ce mercredi à la presse en présence des autorités politico-administratives et les officiers de la police nationale congolaise. Munis des machettes, gourdins, tenailles, noix de palme, cailloux et balais, ces personnes présentées comme adeptes du mouvement politico-mystico-religieux Boudou Diamayala auraient, selon la PNC, attaqué dans plusieurs villes du pays. À Kinshasa, ces adeptes de Némouandansemi visaient le centre d'émission à Mbinza-Pigeon, la RTNC et l'aéroport international de Njili. Le bilan des affrontements avec les agents de l'ordre porte à 19 le nombre des morts à Kinshasa comme dans le Congo central. Dans l'ensemble, pour la ville, province de Kinshasa et la province du Congo central, épicentre du dit mouvement, il a été enregistré les bilans provisoires de 19 tués, 7 blessés et 31 interpellés que voici qui, après interrogatoire, ont reconnu sur procès verbal avoir effectivement participé à ces mouvements insurrectionnels. Pour les bilans provisoires, au niveau de Kinshasa, il se présente de la manière que voici. Ville-province de Kinshasa, dans le rang de force de l'ordre, nous avions malheureusement perdu 2 vaillants officiers tués. Ils ont été amenés ensuite dans un endroit sûr en attendant leur déferment devant les juges. Après ces heures, la vie reprend son cours normal. Il faut faire le bilan de la situation de jour précédent. Le bras de fer de politiciens impacte gravement sur l'économie de tout un pays. Les dégâts collatéraux qui en découlent et qui ne s'occupent du manque à gagner. Notre rédaction s'est penchée sur cette problématique à travers ce récit des Julie Sefou, Mandela Ndongala et Rodin Pelendo que je vous propose de suivre. Des journées paralysées affectent l'économie nationale déjà malade. Au lendemain de ces incidents, personne n'évalue la perte qu'enregistrent tous les opérateurs économiques sur l'ensemble de la République. À Kinshasa, le secteur informel est visiblement frappé de plein fouet. Les petits vendeurs, victimes d'un week-end qui n'aura que trop duré, se résignent sur leur sort. Parmi eux, les vendeurs de produits périssables et non. Leur lendemain reste suspendu à la péremption de leurs marchandises. Hier, la vente n'était pas comme d'habitude. Je suis obligé de vendre les stocks d'hier car je n'avais pas pu les vider. Le marché était totalement vide alors que nous faisons de bonnes recettes pendant les heures tardives. Avec l'instauration des journées villes mortes, les utilisateurs de services d'information et des communications sont substitués en otages des politiques. Pour réduire la spéculation à travers le partage des vidéos, l'Internet a été alourdi, voire coupé sur instruction de la RPTC. Les médias en ligne et autres services sont alors consternés et les vendeurs de crédits de recharge de téléphone accumulent des pertes.
Bon, on a remarqué par rapport à la vente Nabiso, tout le monde est comme un peu réduite. La vente est sensiblement réduite. Les clients n'achètent plus comme le jour précédent. D'habitude, nous vendons plus de 20 000 francs congolais. Mais depuis le matin jusqu'à 7 heures, j'ai vendu que 500 francs. Dans cette situation, je ne sais pas comment nourrir ma famille. Les débits de boissons, un des indicateurs de la température d'ambiance quinoise, fondue sur place. Les clients se présentent et consomment moins que d'habitude. Tout porterait à croire que les éléments se réunissent pour précipiter certains à la tombe. Il faut alors des nerfs solides pour résister face à l'incapacité de répondre aux besoins même primaires. En tout cas, pénalisé pour les Nous sommes fortement pénalisés. On ne vend pas comme d'habitude. Les troubles ont vraiment bloqué nos activités. Sans surprise, l'urgence sécuritaire fait grincer les dents. Qui assure le manque à gagner? Comment soutenir la monnaie nationale dans un contexte de non-productivité? La réponse viendra peut-être de l'autorité de régulation monétaire. Des stratégies pour soutenir l'appréciation du franc congolais étaient annoncées par le gouverneur Deogracias Mutombo Monenimbo. Nous avons des mesures, des stratégies très ambitieuses, très réalistes et très concrètes pour soutenir cet élan de stabilisation, au fait d'appréciation de notre monnaie. Même s'il y a des gens qui doutent, je leur demande de croire à l'action des autorités qui sont en train d'être menées aujourd'hui. Les mesures d'accroissement de l'offre dans l'économie nous amènent aujourd'hui au doublement de nos rentrées, qui sont encore bien sûr à un niveau faible, mais nous sommes passés pratiquement de 22 à 46 millions. Ville morte, insurrection, invasion, crépitement des balles, tout ce folklore pour des satisfactions des intérêts personnels ou des groupes de gens sont loin d'aider à stabiliser l'économie nationale. Allez, on va changer de registre pour prendre ces valses d'audience dans le cabinet du vice-ministre des Affaires étrangères Léonard Siokitundu, le premier, et l'ambassadeur du Canada, arrivé fin mandat au bout de 3 ans de travail en République démocratique du Congo, venu présenter ses adieux au patron de la diplomatie congolaise. Autre invité de Léonard Siokitundu, ce sont les délégués de l'Organisation internationale de la francophonie en mission de suivi sur le processus électoral condensé de Fezamika. C'est peut-être le dernier tête-à-tête entre Léonard Siokitundu et Ginette Martin, du moins en sa qualité d'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. Arrivé fin mandat, cette diplomate canadienne est venue dire au revoir au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Au menu de cet échange, la coopération bilatérale entre les deux pays. En tant que partenaire privilégié de la RDC dans plusieurs domaines, le Canada a réitéré sa volonté d'accompagner le pays dans le processus de développement. Une discussion, une rencontre un peu triste parce que je fais mes adieux. Alors c'était pour moi l'occasion de un peu avec le vice-premier ministre revoir la coopération canadienne, réitérer notre intérêt pour une RDC en paix et prospère. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a par ailleurs assuré son interlocuteur de la volonté du gouvernement de mener à bon port le processus électoral en cours à travers l'organisation des élections crédibles et transparentes. Le vice-premier ministre m'a parlé des efforts qui sont faits vis-à-vis à la fois 2 éléments qui à moi sont très importants. Premièrement, la très grande importance que le Canada attache à la tenue d'élections crédibles, transparentes, dans les meilleurs délais. Donc on a parlé un peu de ce qui se fait, sa perception de comment évolue la chose et j'ai eu aussi l'occasion de soulever avec lui l'importance d'aller de l'avant avec des mesures de décrispation. L'organisation des élections. Il en est également question au cours de cette autre audience accordée à la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, venue s'assurer de la mise en œuvre des recommandations de ses précédentes missions à Kinshasa. L'objectif de ces différentes navettes étant celui d'accompagner la RDC dans les processus électoraux. Une fois de plus, Léonard Siokitundu a fait part de la détermination du gouvernement congolais à organiser des bonnes élections.
Autre gros titre de ce journal, de 12 à 26 provinces après sa décentralisation, la RDC se veut un modèle africain dans la gestion optimale des entités. C'est avec joie que le pays commémore pour la 6e fois la journée africaine de la décentralisation. Une célébration sous un thème prometteur, égalité de chances, autonomisation socio-économique et participation de jeunes à la gouvernance locale et au développement local en Afrique. Et dans la foulée, une conférence a donc été organisée par le ministère d'État chargé de la décentralisation. Gabriel Miko-Bougicourt nous en dit plus dans ce reportage. Une 6e journée et un seul but, c'est lui de promouvoir le valeur et principe de la décentralisation, de gouvernance locale et du développement de l'Afrique. Un but qui se dégage forcément comme un préalable à l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des peuples du continent. Le 10 août, comme chaque année, les pays africains se mobilisent autour de la journée africaine de la décentralisation pour trouver la solution aux problèmes qui rongent le continent noir. Cette année, l'accent est mis sur la participation de la jeunesse à la gouvernance locale et au développement de l'Afrique. Occasion pour le ministre de la décentralisation de lancer un appel aux jeunes de la RDC à l'appropriation du concept de la décentralisation. De donner des promesses et des garanties du fait que le gouvernement dans son ensemble prenne la jeunesse, ont pris conscience du fait que la jeunesse c'est l'avenir de la RDC. Et ceci suppose que des lois doivent être votées, des décisions au sens réglementaire doivent être prises, des budgets doivent être votés, de sorte que nous puissions appuyer, si vous voulez, la jeunesse, et notamment la jeunesse qui se distingue dans l'innovation. Un thème interpellateur pour la jeunesse congolaise en cette période post-électorale, d'où l'exhortation du ministre aux jeunes à une participation massive au processus d'enrôlement. Bientôt, on aura des élections, d'abord au niveau national, puis au niveau provincial, urbain, municipal et local. L'appel est lancé à la jeunesse, non seulement pour s'enrôler massivement, mais également pour avoir, si vous voulez, sentir cet appel au leadership. Les sons bien assimilés par le jeune présent lors de cette journée de sensibilisation et d'information sur la décentralisation. La jeunesse devra se léguer et se tenir debout de manière à ce qu'elle puisse elle aussi participer à la vie politique active, ce qui permettra à ce qu'elle puisse faire passer son message, mais pas seulement, mais être aussi en mesure d'appliquer une bonne politique. Quand on est jeune, on connaît nécessairement le problème que connaît la jeunesse et l'on saura comment les orienter ou comment en faire une priorité. Il faut noter que la décentralisation est un processus d'aménagement de l'État unitaire consistant à transférer des compétences administratives de l'État vers des entités locales distinctes pour un développement durable. Issu de la décentralisation de la République démocratique du Congo, l'exécutif provincial de la Lomami scrute tous les horizons pour les avancées de la province. Le vice-gouverneur Gabriel Kazadi a pour ce faire élargi les contacts. Il a notamment échangé avec le secrétaire général de la décentralisation, les directeurs de cabinet du ministre de l'EPSP ainsi que le secrétaire exécutif du PPRD en charge de la justice et droits humains. Ad intérim de la province de Lomami, Gabriel Kazadingoy a accordé plusieurs audiences ce mercredi 2 août 2017. Dans la matinée, l'autorité provinciale a reçu à sa résidence officielle une délégation nationale conduite par le secrétaire général en charge de la décentralisation et affaires coutumières, Léon Kayembembutu. L'objet de leur mission dans la province consiste à faire l'état des lieux de la province de Lomami et relever les difficultés sur les plans du travail, comme c'est le cas de toutes les nouvelles provinces sur toute l'étendue du pays. Pour cela, la délégation n'aura qu'une semaine de travail dans la province avant de faire rapport au chef de l'exécutif provincial. La deuxième personnalité à être reçue, c'est le directeur des cabinets adjoints du ministre national de l'EPSP, le secrétaire exécutif national en charge de la justice et droits humains du PPRD, Christophe Nkolomounindjibou. Ce dernier est venu présenter les civilités à l'occasion de son séjour à Cabinda, où il s'est fait enrôler à Bachimbwe dans le secteur de Lukashi-Lualou, invitant à cette occasion la population à faire de même. Sensibiliser tous les membres aux opérations d'enrôlement, sorte que nous puissions accroître notre nombre de sièges et
permettre ainsi à notre province d'avoir davantage de représentants à la Chambre de représentation nationale. Je ne pouvais pas m'en passer de présenter mes civilités aux autorités de la province. Et enfin, le vice-gouverneur a reçu l'ingénieur Jacques Ntela, envoyé du bureau technique des contrôles conduit auprès de l'autorité provinciale par le directeur provincial de l'OVD. L'ingénieur Jacques Ntela est venu en mission de contrôle des ouvrages réalisés par l'Office des voiries et drainage dans la province de Lomami avec les financements du FONER. On va ouvrir à présent la page consacrée à la santé. Fin du cauchemar pour les habitants de Goma et ses environs. L'épidémie de choléra qui a pendant plus d'un mois secoué la province a été jugulée. Au total, 14 décès ont été enregistrés sur les 2000 cas traités de cette page noire tournée. Que des expériences tirées. Le ministre de la Santé publique, Oli Ulunga, annonce la mise en place dans le tout prochain jour du programme national de prise en charge de cette maladie hydrique. Oui, tout d'abord, je tiens à féliciter le gouverneur, toute la division provinciale de la santé, également tous les partenaires, tous les acteurs de la santé du Nord Kivu et de Goma pour l'efficacité de la prise en charge de cette flambée épidémique de choléra qui est quand même une des plus importantes depuis celle de 1994. Donc en tout cas, je les félicite pour la qualité de la riposte. Alors l'entretien que nous avons eu était surtout tourné autour de la présentation de la riposte, des faits, d'abord le relevé, la chronologie des faits, le relevé des causes, discuter également sur les causes de propagation. Et alors ils ont aussi présenté le plan de riposte qui a été vraiment très très bien mené. Et le but de notre passage ici, c'était effectivement, on a pris une décision au niveau du gouvernement, c'est d'adopter une nouvelle approche dans la lutte contre le choléra, de prendre des mesures efficaces pour vraiment un programme d'élimination du choléra. Et ce que nous allons faire, c'est, nous avons créé ici à Goma, nous allons lancer le programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les maladies diarrhéiques, parce que nous pensons qu'on peut éliminer le choléra, d'autres pays l'ont fait, nous allons parvenir aussi à éliminer le choléra. C'est une question de procéder avec art et méthode et en coordonnant nos efforts et nos compétences de façon multiple. Et pour clore cette page, sensation anormale dans l'oreille, chatouillement ou simple souci de prendre soin de ses oreilles, ce sont là de faits mais surtout de pratiques qui poussent aux nombreux réflexes à recourir notamment à l'usage du coton-tige. Pour certains, cette pratique contribue à l'hygiène des oreilles en cherchant à éliminer la substance jaunâtre appelée cérumen, un avis que ne partagent pas les experts. Ils font comprendre que ça, contrairement à ce que vous pensez, les cérumen a des propriétés antibactériennes et lubrifiantes qui protège les tympans et ne devrait par conséquent pas être éliminé. L'oreille est l'un des organes vitaux de l'être humain. Cet appareil qui contribue activement à l'écoute peut être également sujet d'inconfort qui pousse certaines personnes à faire usage du coton-tige. Aussi, du chatouillement à la sensation anormale dans l'oreille, les raisons évoquées par les usagers vont dans tous les sens. Pour nettoyer les oreilles, j'achète les tiges coton. Les tiges coton qu'on va même pas les chailleurs au marché. Ça ne me fait aucun mal, c'est seulement les tiges coton. Quand je nettoie, ça ne me dérange pas. Quand je vais nettoyer mes oreilles, souvent, j'utilise si pas les tiges coton, j'utilise les plumes de poule pour nettoyer mes oreilles. De couleur jaunâtre pour la plupart, le cérumen que secrète l'oreille est souvent en dégoût. Et du coup, pour s'en débarrasser, nombreux se rabattent sur l'usage de la tige coton. Je ne sais pas quels sont les méfaits. Non, ça sera aussi important qu'on nous dise qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des fois où la saleté déborde jusque-là. Vous voyez que ce n'est pas question de propreté, ça ne va pas. Bon, s'ils nous disent de ne rien introduire, qu'est-ce qu'ils nous proposent à la place? Une pratique que dénoncent ici les oreillistes. L'oreille se nettoie soi-même. Parce que l'oreille a des petits cils au tiers externe qui ramènent toutes les sécrétions normales, comme les cérumen, qui sont les sécrétions normales de l'oreille, et ramènent ces sécrétions vers l'extérieur. C'est lorsque les gens utilisent le coton-tige qu'ils ont tendance à ramener de façon aveugle les sécrétions qui ont tendance à quitter le conduit auditif vers l'extérieur,
le patient le ramène vers le fond du conduit auditif. Ainsi, ils ne sont pas dans une zone qui a des signes qui peuvent les ramener vers l'extérieur, ils sèchent et constituent les bouchons. Pour toute sensation anormale dans l'oreille, les spécialistes conseillent du coup une consultation médicale régulière. L'usage des tiges coton est conseillé. Et lorsque vous avez une oreille qui sature, là je pense que le mieux c'est de voir un médecin. Parce que les causes sont multiples. Le médecin va voir qu'est-ce qu'il y a dans l'oreille, est-ce qu'il y a un corps étranger, est-ce qu'il y a des sécrétions de l'oreille que nous appelons cérimènes qui ont séché dans l'oreille et qui constituent ce qu'on appelle bouchon de cérimène. Donc ça peut expliquer aussi l'échatulement. Est-ce qu'il y a une infection de mucose, ainsi de suite. C'est le médecin qui va juger et donner un traitement approprié. Comme tous les autres organes sensibles du corps, l'oreille exige aussi une protection qui passe inéluctablement par de bonnes pratiques de soins réguliers. Un bon entendeur, salut. Dans un tout autre registre, la tradition a été respectée par le réseau des peuples autochtones et locaux pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC ainsi que la dynamique du groupe des peuples autochtones. Ils ont célébré avec faste ce 9 août la journée internationale dédiée à cette catégorie de la population classifiée parmi les plus marginalisées à travers le monde. 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 23 ans de la Journée internationale des peuples autochtones, un événement pour cette catégorie de personnes et un moment de profonde réflexion sur la situation des pygmées à travers le monde. En République démocratique du Congo, 19 territoires commémorent cette édition. Et l'objectif pour nous, c'était juste de lancer l'appel aux autorités, aux institutions de la République, à ce qui concerne la proposition des lois qui traînent jusqu'aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi restaurer la cohésion sociale. Ce rendez-vous de plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations des peuples autochtones nécessite des ressources pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Il y a vraiment le taux d'analphabétisme le plus élevé, le taux de pauvreté c'est le plus élevé, donc tout plus élevé dans le sens vraiment du négatif. Quand on y ajoute maintenant la discrimination, l'exclusion, ça devient encore beaucoup plus pénible. Donc c'est ça, je crois, qui fait la différence avec les autres communautés. Cette commémoration donne lieu au lancement des préparatifs du Festival international des peuples autochtones, édition 2018. Difficile de parler conservation de la nature et lutte contre le changement climatique sans faire allusion à ces premiers gestionnaires des forêts. Plus ils sont organisés, plus ils ont la possibilité aussi de gérer des fonds. Mais au-delà de cet aspect, il y a par exemple dans le cadre du processus RED, aujourd'hui, la dimension partage des bénéfices. Notre action ne peut atteindre son objectif que s'il y a implication effective des peuples autochtones, étant donné que ce sont eux qui se reconnaissent et qui sont en fait reconnus comme propriétaires des forêts. Plusieurs structures de PA s'unissent pour évaluer leur implication de la mise en œuvre des différentes réformes en cours ayant un lien avec l'environnement et les ressources naturelles en RDC. En bref, retenez qu'il s'est clôturé ce mercredi la publication des résultats de l'examen d'État édition 2016-2017. Les derniers résultats publiés par le ministre de l'EPSP Gaston Moussemina Mongana concernent la province du Kasaï central, une publication intervenue après la session de rattrapage organisée en juillet dernier pour permettre aux finalistes du Kasaï central, victimes des affres de Kamwina Sampou, de participer comme les autres finalistes à l'examen d'État symbole de l'unité nationale. Les résultats du jury national du cycle court session 2017 pour toutes les provinces sont également disponibles. Ces résultats sont bien sûr tous les 4 réseaux sociaux les 4 réseaux des téléphonies mobiles à travers la République démocratique du Congo. Le seuil de sa famille biologique, comme on l'appelait, Papa Kazadi Chichichi était connu comme président du comité suprême de la CV Club. 40 jours après sa disparition, sa famille biologique et sportive ont organisé une messe en sa mémoire, occasion pour ceux qui ont connu ces grands dirigeants sportifs de reconnaître les qualités et les valeurs qu'il incarnait. C'est dans la paroisse Sacré-Cœur que la famille biologique de Papa Kazadi Chichimbi s'est donné rendez-vous à l'occasion du 40 jours depuis la disparition de ce grand dirigeant sportif. Famille biologique, famille sportive, amis et connaissances n'ont pas voulu manquer cette messe
pour honorer la mémoire de cet ancien président du comité suprême de l'ASV Club. 40 jours se sont donc écoulés, mais difficile d'effacer dans la mémoire les souvenirs de celui qui était père, grand-père, dirigeant. Tous reconnaissent à Papa Kazadi Tshishimbi des qualités dignes d'un rassembleur. Quoi de plus normal de se rassembler autour d'un verre après la messe? Dieu a donné, Dieu a repris, que son âme repose en paix. On va se quitter avec cette nouvelle. Les léopards de l'RDC affûtent leurs armes à l'Institut français de Kinshasa dans la commune de la Gombe en prévision de l'Afro-Basket Tunisie-Sénégal 2017. L'RDC est logé dans le groupe A accompagné de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Nigeria, nous disent Patrick Osomba et Daniel Kimpiomo. À plus exactement 28 jours du coup d'envoi de l'Afro-Basket 2017 qui sera organisé par la Tunisie et le Sénégal, le Léopard Basket Muflu de l'RDC travaille d'arrache-pied sous la houlette du coach principal Patrick Kimbi qui demande à la population congolaise de leur faire confiance quant à leur participation dans cette compétition. Nous sommes en train de travailler. C'est comme je suis en train de dire, nous préparons. Nous savons par exemple que le premier match est joué contre le Mali et le deuxième contre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Pourquoi ne pas nous donner cette chance-là? Si nous ne donnons pas cette chance-là, alors nous ne faisons rien ici. Nous nous préparons, c'est en conséquence et pour faire des résultats. On ne va pas là-bas en villégiature ou en touriste. Nous allons là-bas, c'est pour faire un résultat. Les athlètes sont déterminés et conscients de leur mission. On a fait déjà plus de 1 mois et demi. Avec le nouveau joueur et nous les anciens à propos de Kinshasa quoi. Avec nos entraîneurs, je sais que Inch'Allah ça va bien passer l'Afro-Basket. On doit un peu changer l'histoire du basket congolais. Pourquoi pas le podium? Pourquoi pas? Très attendu, les deux sociétaires de la NBA, Bismarck Biyombo et Emmanuel Moudiaï, ne seront pas présents en Tunisie, à en croire les managers des Léopards Basket. La NBA nous a envoyé dans un premier temps un formulaire pour remplir au programme des Léopards RDC que nous avons répondu. On a reçu une suite favorable de la NBA qui donnait la cotation de l'assurance, car toujours la NBA doit être assurée. Une fois que la cotation a été reçue, nous avons demandé aux deux concernés, Emmanuel Moudiaï et Bismarck Biyombo, leur participation, mais malheureusement, ils ont dit qu'ils ne pourront pas être présents lors de l'Afro-Basket de 2017, mais peut-être pour les prochaines échéances. L'RDC entrera en lice le 8 septembre prochain, offrira son hospitality à l'équipe malienne à match comptant de la première journée. Et c'est avec balle à la main que nous mettons un point final à ce journal. Vous avez été nombreux à nous suivre à travers la planète. Nous vous disons merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain, mais entre-temps, prenez rendez-vous avec Faizanika pour la grande édition de 19h30.